Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Pour notre petite conversation de ce soir, je vais vous parler d'un monde d'organismes incroyablement divers et surprenants, les champignons. Pour faire plus savant, on pourrait dire les fonges, qui est le terme qui désigne, collectivement, le règne des champignons. Même si ce terme de champignon nous fait peut-être plutôt penser à ces petites structures, avec un pied et un chapeau, qui poussent au sol ou sur des arbres, notamment en forêt. En fait, cette partie visible, c'est une excroissance, une sorte de fruit, destiné à répandre des spores pour se reproduire. Ça n'est pas le champignon lui-même, dont l'organisme vit plutôt dans une forêt, sous terre ou sous l'écorce des arbres. Mais ce règne, cet ensemble d'espèces qui appartiennent au groupe des fonges, est extrêmement divers aussi. Les champignons peuvent être microscopiques ou énormes. Ils peuvent vivre dans des environnements extrêmes sur Terre, comme les déserts ou les sédiments en eau profonde sous les océans. Certains peuvent même survivre aux radiations cosmiques qu'on trouve dans l'espace. Biologiquement, ils ne sont ni des plantes, ni des animaux. On verra pourquoi et ce qui les en distingue. Donc, comme d'habitude, on a beaucoup de choses à découvrir. Alors installez-vous confortablement. Prenez quelques secondes pour évaluer positivement cet épisode, s'il vous plaît, ou le programme de la Bibliothèque des rêves en général, pour vous abonner, pour commenter éventuellement. C'est ce qui permet de rendre visible ce programme et d'assurer son avenir. Et maintenant, commençons. Avant de parler de la biologie des champignons et de définition, je vous disais que c'étaient des organismes très variés. Une bonne illustration de ça, c'est qu'on pourrait penser aux champignons comme de petits organismes. Mais l'organisme vivant le plus grand, le plus massif de la planète, est probablement un champignon. Au nord-ouest des États-Unis, dans l'Oregon, vit une espèce de champignon qui s'appelle Armillaria solidipes. Peu importe son nom, c'est une espèce assez commune à cette région. Mais ce qu'il est moins, c'est qu'un individu géant qui vit sous terre dans une forêt de l'Oregon a été découvert. Il est vieux de plusieurs milliers d'années et il couvre environ 9 km² pour une masse estimée à 30 000 tonnes. Pour comparer, on cite souvent la baleine bleue comme l'animal le plus grand sur Terre. Et c'est vrai, elle peut atteindre jusqu'à 200 tonnes. Mais là, ce champignon a la masse de 150 baleines bleues adultes, et il s'agit d'un seul spécimen. Pourtant, on pourrait se promener dans la forêt sans même le voir. Ce qu'on en voit, ce sont ses fruits, qui sortent à l'automne et ressemblent à des champignons, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors qu'ils sont seulement le sommet de l'iceberg. On pense que ce spécimen a atteint une taille pareille grâce à un climat favorable depuis des siècles. Et aussi grâce à une concurrence très limitée pour les nutriments. Donc il a pu tout prendre et grandir. Pour cette espèce, les nutriments en question, ce sont surtout les arbres. Le champignon les infecte, les envahit, en se développant en dessous de leur écorce. Il forme une sorte de membrane blanche sous l'écorce qui ressemble à du latex, mais c'est en fait son organisme.
Cette membrane tue l'arbre en coupant la circulation de la sève et ensuite se nourrit de la cellulose de l'arbre. On sait qu'il s'agit d'un seul et même champignon et que toutes ces membranes sous l'écorce de centaines d'arbres sont connectées parce que des tests ADN l'ont vérifié. Des tests réalisés à plusieurs kilomètres de distance. Maintenant, tous les champignons ne sont pas des parasites pour les arbres. On verra qu'ils sont même indispensables pour que les arbres puissent vivre et extraire des nutriments du sol. On va en reparler. Les grands champignons sont des organismes très anciens. À l'époque de l'Ordovicien et du Dévonien, les époques quand les terres émergées commencent à se peupler d'organismes de plus en plus grands, il y a 470 à 360 millions d'années. Donc à ces époques, il y a déjà de très grands champignons qui ressemblent à des troncs d'arbres. Ils mesurent jusqu'à 8 mètres de haut et presque 1 mètre de diamètre. On connaît leur existence par leurs fossiles, dont l'étude a montré qu'ils n'étaient pas des plantes, mais qu'ils appartenaient au règne des champignons, des fonges. Alors, ça nous amène à cette question. Qu'est-ce que les fonges, si ce ne sont ni des animaux, ni des plantes? Et au passage, qu'est-ce qu'un animal et qu'est-ce qu'une plante? Les catégories animaux et plantes, historiquement, si on remonte à l'Antiquité, ont été définies par observation. Et dans la majorité des cas, on n'avait pas de problème à catégoriser un organisme entre ces deux catégories, animal et plante. Un organisme qui se déplaçait, pas forcément pendant toute sa vie, mais au moins une partie, c'était un animal. Et sinon, par défaut, c'était une plante. Cette distinction entre les plantes immobiles et les animaux mobiles qui se déplacent pour attraper des proies ou de la nourriture végétale, c'est quelque chose qui date d'Aristote, de la Grèce antique. Et c'est resté en vigueur longtemps, jusqu'à l'époque moderne. Les bases du système moderne de classification du vivant sont établies par un botaniste et zoologiste suédois, Carl van Linné, au XVIIIe siècle. Et il distingue deux grandes catégories, deux grands règnes, qui formalisent les deux catégories traditionnelles à son époque, Animalia et Vegetalia. Mais ensuite, au XIXe siècle, on se rend compte que ça n'est pas si simple. On s'en rend compte en étudiant les espèces avec des outils qui vont au-delà de l'observation superficielle. Les microscopes, qui révèlent l'existence d'organismes vivants très petits, qu'on ignorait. La découverte de nouvelles espèces, qu'on a du mal à classer dans un des deux groupes. Et ensuite, il y aura l'ADN. Tout ça montre les limites de ces deux catégories. Notamment, il y a des créatures qui posent des problèmes de classification entre animal et végétal. Par exemple, les éponges. À première vue, on dirait bien des plantes. Elles ne se déplacent pas pour attraper leur nourriture. Et elles n'ont pas de système circulatoire ou nerveux ou digestif. Mais elles filtrent leur nourriture dans l'eau, quand même. Donc elles attrapent des proies, contrairement aux plantes. Et au niveau cellulaire, elles sont proches des animaux. Et d'ailleurs, c'est le groupe dans lequel elles sont aujourd'hui. Sur la base non pas de leur apparence ou de leur comportement, mais de leur structure cellulaire. Et au XIXe et XXe siècle, on découvre de plus en plus d'organismes qui ne rentrent pas dans une de ces deux catégories. Si bien qu'on établit de nouveaux règnes
de nouvelles grandes catégories d'organismes vivants. Les fonges, les champignons, sont l'un d'entre eux. Mais pas le seul. On restreint aussi le règne animal à des organismes plus gros, multicellulaires, pour mettre les unicellulaires dans d'autres catégories. Donc ça changera peut-être encore dans le futur, mais aujourd'hui la classification du vivant part avec deux grandes catégories d'organismes, deux supergroupes, en fonction de la structure de leurs cellules, les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes comprennent les bactéries et les archées, qui sont deux types d'organismes unicellulaires différents. Dans l'histoire de l'évolution, les prokaryotes sont apparus en premier et les eucaryotes après, en plusieurs étapes. La grande différence entre les deux, c'est que les cellules des eucaryotes ont un noyau et les eucaryotes, grâce à leur structure cellulaire, peuvent former des organismes multicellulaires. Les prokaryotes, non. Donc on a d'un côté les prokaryotes qui incluent bactéries et archées, et de l'autre les eucaryotes avec des cellules à noyau, cellules qui peuvent se différencier, se spécialiser pour former des organismes multicellulaires. Même si tous les eucaryotes ne sont pas multicellulaires, mais techniquement ils peuvent. Ces eucaryotes contiennent plusieurs groupes. Les plantes sont l'un d'entre eux, les animaux un autre, et les fonges un troisième. Mais comme il restait encore pas mal d'espèces inclassables entre ces trois catégories, on en a créé une quatrième, les protistes, qui sert un peu de fourre-tout. Notamment, on y trouve des eucaryotes unicellulaires, ou alors avec plusieurs cellules, mais pas spécialisées. Ce domaine des protistes inclut quand même des milliers d'espèces, souvent microscopiques. Entre autres, on y trouve des amibes, mais elles ne sont pas toutes minuscules. Par exemple, il y a de très grandes algues brunes qu'on appelle kelp, et qu'on pourrait facilement prendre pour des plantes aquatiques. Mais au niveau cellulaire, elles sont très différentes des plantes. Donc on les met dans le groupe des protistes. Alors, avec cette classification qui fait des plantes ou des animaux non plus les deux grands règnes du vivant, mais des subdivisions du groupe des eucaryotes, on a réduit leur étendue, et la définition de ce qu'ils sont est devenue en même temps beaucoup plus précise. On entend maintenant par plante un eucaryote qui pratique la photosynthèse, c'est-à-dire qui produit son énergie et la matière organique dont il est fait en utilisant l'énergie de la lumière solaire. Ça fait encore des milliers d'espèces de plantes qui vont des plus grands arbres terrestres aux minuscules algues vertes des océans. La définition moderne du monde animal, ce sont des organismes qui presque tous consomment du matériel organique, animal, végétal ou bactérien, qui respirent de l'oxygène, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, et qui sont capables de se déplacer, au moins pendant une phase de leur vie. Beaucoup d'animaux marins se déplacent seulement au début de leur existence, et ensuite ils se fixent à un endroit. C'est le cas de beaucoup de mollusques avec des coquilles, par exemple. Et enfin, dernière caractéristique, les animaux peuvent se reproduire sexuellement. Avec cette définition plus étroite, les animaux comprennent quand même encore 1,5 million d'espèces. 1,5 million qui sont décrites et nommées, mais on pense qu'il en reste encore plusieurs millions non répertoriées, des très petites. Le règne des champignons est distinct,
parce que déjà ils ne sont pas des plantes, ils ne pratiquent pas la photosynthèse, ils se nourrissent en dissolvant de la matière organique pour l'absorber. Ils la dissolvent avec des enzymes digestives qu'ils sécrètent autour d'eux. Donc ils se nourrissent plutôt comme des animaux, à cet égard. Mais ils n'en sont pas, parce qu'ils ne sont pas mobiles, et la seule façon pour eux de se déplacer, c'est de grandir. Ils se répandent comme des plantes, en grandissant et en disséminant des cellules qui portent leur information génétique, des spores en l'occurrence. C'est d'ailleurs pour ça que certaines espèces, dans le monde des fonges, fabriquent régulièrement des champignons pour disséminer leurs spores. Une autre différence avec les animaux, c'est que les animaux sont généralement capables de réagir à un stimulus. Ils ont des nerfs, des muscles ou des tissus qu'ils peuvent contracter. Les champignons n'ont pas tout ça. Leur seule façon de réagir à un danger dans leur environnement, c'est de croître dans une direction opposée ou d'adapter leur métabolisme. Mais ce sont des réactions lentes. Encore une autre différence, c'est que les champignons ne digèrent pas dans un estomac, comme les animaux. Ils n'ont pas d'estomac. Et enfin, surtout, leurs cellules sont différentes. Les parois de leurs cellules contiennent de la chitine. La chitine, c'est une molécule complexe, un polymère, qui est produite par de nombreux organismes et qui forme des surfaces rigides. La chitine est présente chez les insectes, par exemple, dans leur exosquelette ou dans celui des crustacés. C'est le principal composant de leur armure, de l'enveloppe de leur corps. Par ses propriétés et ses fonctions, la chitine est proche de la kératine, une autre protéine qu'on trouve chez de nombreux animaux. Les ongles et les griffes, les poils, les écailles, les plumes, les cornes sont en kératine. Avec la chitine, ce sont différentes molécules, mais leurs fonctions sont similaires. Elles procurent de la rigidité et de la solidité aux organismes. Donc les champignons ont de la chitine dans les parois de leurs cellules, ce qui les rend rigides. Et c'est une différence biologique majeure avec les plantes et les animaux. On reconnaît immédiatement au microscope une cellule de fonge. Maintenant qu'on a parlé des différences entre champignons et autres espèces, parlons un peu des différentes formes qu'ils peuvent prendre, parce que là aussi, il y en a beaucoup. Les champignons sont très divers, mais aussi mal connus. On estime qu'il y aurait de 2 à 4 millions d'espèces, mais moins de 10%, 150 000 quand même, sont découvertes et décrites. On connaît en général bien les grandes espèces de champignons terrestres, mais les autres forment une sorte de continent méconnu. La branche qui étudie les fonges s'appelle la mycologie, un terme qui date du XIXe siècle, quand on a réalisé qu'on ne pouvait plus les considérer comme des plantes. Les champignons comme source de nourriture, c'est quelque chose qui apparaît à la préhistoire. Et à part leur consommation directe, un autre usage qui date au moins des débuts de l'agriculture, c'est leur utilisation pour la fermentation ou pour la fabrication du pain sous forme de levure. Levure au pluriel, parce qu'on en connaît 1500 espèces. Et les levures sont des champignons unicellulaires. Comment est-ce qu'on sait que ce sont des champignons ? Parce que ce sont des eucaryotes et que l'observation de leurs cellules révèle leur structure,
avec de la chitine dans les parois. D'ailleurs, on pense que les levures ont évolué à partir d'organismes multicellulaires, et elles auraient régressé à une seule cellule. Mais certaines levures ont une particularité assez rare. Elles peuvent se coller, s'assembler entre elles, et former des chaînes de cellules connectées, comme une colonie ou une communauté d'organismes qui vivent ensemble. Chaque cellule reste indépendante, au sens où elle ne se spécialise pas pour former un être multicellulaire, mais en pratique, elles s'agrègent pour vivre ensemble. Comme ce sont des champignons, leur façon de s'alimenter, c'est en sécrétant des enzymes autour d'elles. En fait, ce qu'on appelle enzyme, c'est une molécule qui accélère des réactions chimiques, qui agit comme un catalyste. Et en l'occurrence, ce sont des réactions chimiques qui réorganisent les molécules autour d'elles en matériaux que les levures peuvent absorber. Et c'est pour ça que les levures servent à la fermentation. Il y en a une espèce appelée Saccharomyces cerevisiae, plus connue sous le nom de levure de boulanger ou levure de brasseur, qui convertit les hydrates de carbone, les glucides, les sucres, en dioxyde de carbone et en alcool. Le dioxyde de carbone ou l'alcool sont des sous-produits, des déchets du cycle alimentaire de cette levure. Mais des sous-produits qui nous sont bien utiles. Le dioxyde de carbone s'échappe sous forme de gaz et forme des petites bulles dans la pâte du pain ou des gâteaux. Dans le cas des boissons fermentées, c'est cette levure qui produit l'alcool du vin, et aussi le gaz qui forme les bulles de la bière ou du cidre. Ce mécanisme est longtemps resté mystérieux, jusqu'à ce que la microbiologie le révèle. Mais longtemps avant ça, les hommes avaient appris à cultiver cette levure, sans vraiment savoir comment ça marchait, en conservant du levain, qui est une culture de levure qu'on introduit dans les produits à fermenter. Tout ce dont la levure a besoin pour se multiplier, c'est un milieu où elle peut se nourrir. La farine ou le sucre sont des glucides à l'état presque pur, et elle trouve aussi les glucides en grande quantité dans les fruits et les céréales qu'on fait fermenter pour fabriquer des boissons alcoolisées. Le procédé du pain au levain est très ancien. On le trouve déjà représenté sur des fresques égyptiennes, vieilles de 4000 ans. Pour ce qui est de la fermentation alcoolique, on a trouvé au Moyen-Orient les restes de récipients en poterie qui contenaient des boissons fermentées, comme de la bière ou de l'hydromel. Et leur étude au microscope a révélé que les colonies de levure qu'ils contenaient avaient survécu des milliers d'années, malgré l'absence d'aliments. Elles avaient ralenti leur métabolisme au maximum, en attendant des jours meilleurs. C'est la preuve biologique directe la plus ancienne, il y a 4000 ans, de l'utilisation intentionnelle de levure. Il a fallu longtemps aux scientifiques pour comprendre le mécanisme qui rendait la levure active. Jusqu'en 1857 et les travaux de Pasteur, on pensait que la levure était comme un catalyste, pas un organisme vivant. Depuis, le cycle de reproduction des levures a aussi été étudié, et cette reproduction peut être sexuelle, mais la plupart du temps, les levures se reproduisent asexuellement. Certaines levures peuvent se dédoubler, fissionner par mitose, c'est-à-dire que la cellule dédouble son information génétique et se scinde en deux cellules filles identiques.
un mode de reproduction techniquement un peu différent et plus fréquent, c'est par bouture. Une cellule produit une petite cellule fille, un bourgeon, sans noyau. Ensuite, le noyau de la cellule mère se divise et la moitié va se loger dans ce bourgeon qui continue à grandir, alimenté par la cellule mère. Et seulement une fois à maturité, ce clone de la première cellule se détache pour vivre sa vie comme nouvelle cellule. Les levures sont à peu près toutes sans danger pour la consommation humaine. Elles ne peuvent pas nous rendre malades. Mais il y en a quelques-unes qui peuvent être des pathogènes opportunistes. Elles peuvent proliférer si elles trouvent un système immunitaire affaibli. C'est peu fréquent, mais ça peut arriver. Les levures nous rendent de grands services. Elles nous aident à produire des aliments dont elles améliorent la texture et le goût. Mais elles peuvent aussi les rendre impropres à la consommation. Il faut les contrôler. Si elles trouvent dans leur milieu des sucres ou une source de carbone qui peut être métabolisée, avec les bonnes conditions de température, d'humidité et d'acidité. Les levures préfèrent les milieux au pH bas, 5 ou moins. Dans ces conditions, elles peuvent proliférer et poursuivre la fermentation jusqu'à épuisement de leur source d'alimentation. Il y a d'autres organismes qui peuvent compromettre des aliments en proliférant, comme des bactéries. Mais les levures vont altérer la texture et le goût au point de les rendre impropres à la consommation. Et quand ça arrive, la croissance des levures sur certains aliments se voit à leur surface, sur les fromages ou sur les viandes ou sur un vieux pot de confiture, apparaît ce qu'on appelle communément de la moisissure. Mais la moisissure, qu'est-ce que c'est ? La moisissure, c'est la structure formée par certaines espèces de champignons. Parfois, la prolifération des levures sur quelque chose forme un tapis blanc qu'on appelle moisissure. Mais techniquement, la moisissure, c'est une accumulation de spores d'autres fonges. Cette structure qui ressemble à un petit tapis cotonneux, comme de la poussière, qui peut avoir différentes couleurs, c'est des spores. Comme je vous le disais, les levures se reproduisent surtout par division ou boutonnage, donc elles n'ont pas besoin de fabriquer des spores. Mais d'autres champignons, qui sont plus complexes, multicellulaires, ont besoin de spores. Et pour le comprendre, il faut parler de leur organisme, de leur structure. Pour la plupart des champignons multicellulaires, leur corps a la forme de longs filaments qui se divisent. C'est ça, l'organisme des champignons multicellulaires. Pas le petit chapeau qu'ils font pousser au-dessus de la terre, ou qui portent les spores sur un tapis de moisissure. La façon dont ils croissent, c'est en étendant leurs filaments qui peuvent interagir avec l'environnement et forment leur corps permanent. On appelle ces filaments hyphes, H-Y-P-H-E. Et chaque hyphe est microscopique. Ils n'apparaissent à l'œil nu que parce qu'il y en a beaucoup. Chaque hyphe est comme une longue chaîne de cellules, avec seulement quelques cellules de diamètre. C'est très fin. Et c'est là que la chitine des cellules est bien utile. Les hyphes sont flexibles, mais c'est la chitine qui les maintient comme dans une gangue, qui leur donne cette forme de filament. Les hyphes grandissent à leur extrémité. De nouvelles cellules apparaissent. Et c'est comme ça que l'hyphe gagne en longueur. Il n'y a pas de système nerveux dans un champignon.
mais à travers des mécanismes qui ne sont pas bien compris, il y a quand même de l'information qui passe. La direction de la croissance peut être affectée par l'environnement, par exemple. On a observé que l'application d'un champ électrique pouvait modifier l'orientation du développement. Et d'une manière qui reste mystérieuse, les ifs peuvent aussi détecter des unités reproductives d'autres individus de la même espèce pour croître dans leur direction. Et les différents ifs, les filaments du champignon, peuvent se coordonner. Par exemple, elles peuvent s'enrouler pour former une sorte de vrille plus forte qui peut traverser une surface. Donc ces filaments ne peuvent pas se mouvoir, ils n'ont pas de muscles, mais leur croissance n'est pas aléatoire, elle répond à des signaux. Ces ifs sont la structure de base de la plupart des champignons multicellulaires. Et tous ensemble, ils forment une structure qui ressemble à une racine et qu'on appelle le mycélium, qui est le corps du champignon. Les ifs sont transparents, très fins, et le mycélium apparaît comme une structure blanche, un peu cotonneuse, avec tous ces fils entremêlés. Par contre, je vais vous mentionner les moisissures, qui ne sont pas comme ça. Elles ressemblent à un dépôt de poussière, et elles sont colorées. Pourquoi ? Les moisissures deviennent visibles et prennent cette apparence qu'on reconnaît immédiatement sur des aliments ou sur des murs, parce qu'au bout des filaments, des ifs, les spores prolifèrent. Et c'est ça qui leur donne cette apparence de poussière, et aussi ce qui en fait des dangers pour la santé. Parce que ces spores peuvent être pathogènes ou provoquer des allergies. Ces spores sont libres de se séparer au moindre coup de vent et d'aller se poser ailleurs, ce qui est leur raison d'être. Mais qu'est-ce que sont les spores exactement ? On sait que les champignons et aussi certaines plantes en produisent. Alors, regardons-les d'un peu plus près. En biologie, une spore, c'est une unité de reproduction qui peut être de la reproduction sexuée ou asexuée, mais qui est adaptée à la dispersion. Leur fonction est similaire à celle des graines des plantes à fleurs, mais les mécanismes sont différents. Les graines sont fertilisées. Elles contiennent un embryon de plante à l'intérieur d'une coque protectrice. Les spores, qui dans l'histoire de l'évolution sont apparus longtemps avant les graines, sont une étape avant. Les plantes à graines se reproduisent en rassemblant en deux moitiés d'informations génétiques. L'intérêt, c'est que l'information génétique provienne de deux individus différents. Même si parfois les plantes peuvent aussi s'auto-polliniser, se fertiliser avec leur propre pollen. Mais dans tous les cas, l'embryon de plante qui en résulte est le produit d'une reproduction sexuée. Certaines spores peuvent servir à de la reproduction sexuée en entrant en contact avec une autre spore. Mais le plus souvent, elles sont autosuffisantes. Dans des conditions favorables, la spore commence à se diviser et former un nouvel organisme qui sera donc un clone de l'original. Chaque spore, prise isolément, a très peu de chances d'en fertiliser une autre ou de devenir un autre organisme. Mais les plantes à spores ou les champignons compensent par la quantité. Il y a tellement de spores et elles sont si petites qu'on dirait de la poussière. Une autre façon de compenser leur faible chance de trouver des conditions pour se multiplier, à part la quantité,
c'est la longévité. Les spores sont adaptés à la survie à long terme, jusqu'à des milliers d'années pour certaines. Donc elles pourront former un nouvel individu, même des siècles après la mort de l'organisme qui les a créés. Ces moisissures qui ont mauvaise réputation dans la vie domestique, et à raison, parce qu'elles indiquent des problèmes d'humidité, d'aération ou de manque de propreté. Mais ces moisissures, donc, sont aussi vitales, ou plutôt les champignons qui les produisent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables d'une bonne partie de la biodégradation, qui est indispensable pour que les écosystèmes vivent et se perpétuent en recyclant la matière organique. La végétation terrestre, et les forêts en particulier, ne pourraient pas exister sans la présence dans les sols des champignons, qui sont constamment occupés à faire fonctionner la chimie du sol, en recombinant la matière en nouvelles molécules. Dans un autre registre, les moisissures sont aussi très importantes dans la production de médicaments, les antibiotiques notamment, qui ont contribué à révolutionner la médecine moderne. Comme on l'a dit, les champignons sont aussi utilisés à la production alimentaire. On peut aussi en faire certains pigments ou récolter leurs enzymes comme ingrédients de l'industrie chimique et pharmaceutique. Donc, je vous disais que différentes espèces de fonges produisent des spores au bout de leurs filaments, et c'est ça qu'on appelle moisissure. Alors que d'autres fabriquent des sortes de fruits qui portent les spores, qu'on appelle communément aussi des champignons. Pourquoi ? Comment ? Et qu'est-ce qu'on peut dire des champignons, qui sont bien connus des humains comme nourriture, ou de façon plus anecdotique, comme source de substances psychoactives. Une chose surprenante à propos des champignons, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent croître. On peut les voir apparaître tout formés d'un jour à l'autre. On a vu que la structure des fonges multicellulaires, le mycélium, était fait de hyphes, ces filaments très minces. Dans le sol ou sur de la matière morte, comme une souche d'arbre, les hyphes s'agrègent, s'entremêlent, pour former ce qu'on appelle des cordons mycéliens, ou des rhizomorphes, qui ressemblent à des racines de plantes. Ils ne sont pas des racines, mais ils ont des fonctions similaires. Ils peuvent transporter des nutriments sur longue distance, ou dans certains cas dont on parlera plus tard, les fonges qui fonctionnent comme parasites s'en servent pour étendre leur infection. Ils font pousser ces cordons vers les zones pas encore touchées de leur hôte. Comme les racines d'arbres, les rhizomorphes peuvent avoir une force insoupçonnable. Certains peuvent lentement pénétrer du ciment ou des murs avec ces cordons mycéliens. Alors, quand la saison est appropriée et qu'ils ont accumulé suffisamment de nutriments et d'énergie, certains fonges vont donc produire des champignons pour disséminer leurs spores. Comment ça se passe ? À l'intérieur du mycélium se développe comme un petit bourgeon, un petit nodule, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Cette tête d'épingle est faite de hyphes entremêlés, et elle s'élargit pour former une petite structure ronde qui ressemble un peu à un petit œuf. À l'intérieur, l'activité est intense parce que tout se prépare pour l'apparition du champignon. Une version miniature du champignon s'y forme, parfois entourée d'un voile de mycélium qui le protège. Quand le champignon grandira, ce voile va se rompre
Et en fonction de l'espèce, de la forme du champignon, il peut rester au pied de la tige, où il forme comme une petite coupe, ou parfois des morceaux restent collés sur le chapeau. Ce sont aussi les restes de ce voile qui peuvent former comme des anneaux au milieu de la tige une fois que le champignon est apparu. Quand ce mini champignon est prêt, le temps varie, mais typiquement ça prend environ une semaine. Le moment de le déployer arrive. Et là, ce champignon déjà formé va être gonflé, un peu comme une piscine gonflable ou une montgolfière, avec de l'eau injectée dedans par le mycélium. Et c'est pour ça que les champignons poussent si vite. Ils se préforment et ensuite l'injection d'eau les fait apparaître brutalement. Et c'est aussi pour ça que les champignons sont fragiles. Ils consistent surtout en eau retenue par des membranes. Presque toujours, les spores sont placés sous le chapeau et le vent ou la pluie ou des animaux aideront à les disperser. C'est pour ça que le champignon pousse au-dessus du sol. Il est le moyen par lequel un organisme souterrain va répandre ses spores ailleurs. Comme vous le savez, certains champignons sont très colorés et parfois même spectaculaires. On pense que c'est un trait sélectionné par l'évolution. Les couleurs vives attirent les animaux qui disséminent les spores. Ils s'approcheront du champignon ou vont s'en nourrir. Donc au final, c'est une fonction assez proche de celle des fleurs et de leur parfum. C'est une façon de proposer à manger et une décoration attractive aux insectes et aux autres animaux, pour qu'incidemment ils aident les plantes à fleurs, ou ici les fonges, à se reproduire et à s'étendre. Pour les hommes, les champignons sont une source d'alimentation, mais l'humanité a aussi appris très tôt qu'il fallait savoir être sélectif avec eux. Beaucoup d'espèces sont comestibles, mais il est toujours préférable, dans le doute, de cuire les champignons, parce que la chaleur détruit beaucoup des composés qui peuvent être toxiques. Il y a quelques espèces qui peuvent être mortelles, elles sont rares, mais il y en a bien plus qui peuvent faire mal et provoquer des symptômes. Là encore, on pense que la concentration de substances toxiques dans certains champignons pourrait être une caractéristique sélectionnée par l'évolution. Quand le mycélium produit un champignon, il dépense une quantité d'énergie et de tissu énorme à son échelle. Donc il ne faut pas se rater. Il y aurait toujours le risque qu'un animal mange le bouton du champignon avant qu'il ne se déploie. Le rendre empoisonné, ça peut être une dissuasion, ou si le champignon déployé est mangé, ça peut faire vomir l'animal avant que les spores ne soient perdus. Parmi les composés trouvés fréquemment dans les champignons toxiques, un groupe récurrent, c'est celui des amatoxines. Elles peuvent être mortelles en petite quantité, même un demi-champignon peut suffire. Les amatoxines agissent en attaquant les cellules. Elles perforent les membranes des cellules. Et comme elles voyagent dans le système sanguin, elles atteignent très vite les organes. Donc elles peuvent rapidement compromettre le cœur ou le foie, sans espoir de rémission. Donc dès qu'il s'agit de consommer des champignons trouvés dans la nature, la prudence s'impose. Même ceux qui ne sont pas mortels peuvent faire des dégâts. Et à minima, il faut toujours les faire cuire. Un autre danger des champignons, à plus long terme, c'est moins fulgurant. C'est leur tendance à absorber des métaux lourds, comme le plomb ou le mercure, ou encore des éléments radioactifs.
Et ces éléments, ils peuvent les accumuler, les stocker. Et là encore, c'est une raison de s'abstenir de consommer régulièrement des champignons sauvages si on ne sait pas très bien où ni comment ils ont poussé. D'autres types de composés trouvés dans les champignons sont moins sinistres et ont même été activement recherchés depuis des millénaires dans les traditions médicales de différentes cultures pour leur pouvoir guérissant, réel ou supposé. Et après, il y a encore un groupe informel de champignons qui sont dits champignons à psilocybine. Ces champignons sont plus connus sous le nom de champignons magiques. Leur découverte, dans plusieurs régions du monde, date de l'âge de pierre. On en a trouvé des preuves en Europe et en Afrique, mais ils étaient surtout présents dans les Amériques, au nord et au sud, où ils étaient utilisés dans un contexte religieux, spirituel ou divinatoire, dans de nombreuses cultures indigènes, qui continuent souvent de les employer. Pourquoi ces effets psychédéliques de la psilocybine? Une fois qu'elle est absorbée, elle est décomposée par le foie. Ça prend 20 à 30 minutes. C'est pour ça que l'effet n'est pas immédiat. Donc, après décomposition par le foie, apparaît un nouveau composé, la psilocine, qui est responsable de l'effet psychoactif. La psilocine active les mêmes récepteurs dans les neurones, dans le cerveau, que la sérotonine. La sérotonine, c'est une molécule très complexe, un neurotransmetteur, qui joue un rôle dans la régulation de différentes fonctions ou sensations, comme l'humeur, la récompense, l'apprentissage ou la mémoire. Elle régule aussi des processus comme le vomissement ou la vasoconstriction, c'est-à-dire le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Le fonctionnement exact de la sérotonine n'est pas parfaitement connu. Mais ce qui importe ici, c'est que la psilocine se fixe sur les récepteurs des neurones qui sont généralement activés par la sérotonine, et elle les active. Ce qui est totalement inhabituel pour le cerveau. Et en réaction, le cerveau produit ce qu'on appelle communément un trip. Des changements d'humeur, un emballement de l'imagination, des perceptions qui semblent venir de nulle part, parce que tout ça n'est pas induit par des stimuli externes. Ce mécanisme explique aussi pourquoi l'effet peut être très différent d'une personne à une autre. Cet effet résulte de l'interaction entre la molécule et les centres de perception et de mémoire, qui sont des choses très spécifiques à une personne. J'ai trouvé une étude réalisée par sondage auprès d'une population qui avait consommé des champignons hallucinogènes. Et un tiers d'entre eux déclaraient que ça avait été l'expérience spirituelle la plus importante de leur vie. Mais un autre tiers disait avoir connu une sensation d'angoisse extrême à cause de cette expérience. Donc ça n'est pas toujours amusant, et en plus d'être illégal dans beaucoup d'endroits, l'utilisation d'hallucinogènes est dangereuse. Pas seulement le risque d'accident, de surdosage ou d'accident causé par des hallucinations, mais parce que ça peut laisser des traumatismes psychologiques et une anxiété à long terme, bien après la dissipation des effets hallucinatoires. Je vous disais avant que les champignons étaient aussi vitaux pour les arbres. Il y en a qui les tuent pour les consommer, des champignons parasites. Mais en dehors de cela, pourquoi les champignons sont-ils indispensables aux arbres? Surtout parce que, par elles-mêmes, les racines des arbres ne sont pas très efficaces pour absorber les nutriments et l'eau du sol. Pour y parvenir, et pour que les arbres puissent atteindre de grandes tailles, ils ont besoin d'une relation symbiotique avec un groupe de fonges
qu'on appelle les champignons mycorhiziens ou mycorhizogènes. Ces champignons vivent à l'intérieur et autour des racines des plantes. Ils colonisent leurs tissus et il y a des milliers d'espèces différentes de champignons qui participent à ce type d'association avec différentes plantes. Certains de ces champignons s'associent seulement à une espèce de plante et d'autres sont plus généralistes. Les plantes qui fonctionnent avec ce type d'association incluent beaucoup d'arbres, chênes, bouleaux, les conifères en général, l'eucalyptus, et plein d'autres plantes aussi, comme le blé ou différents rosiers. On parle de relations symbiotiques parce que chacun apporte à l'autre. Les plantes ont besoin de puiser des minéraux du sol, mais elles ne peuvent pas bien les absorber à travers les parois cellulaires de leurs racines. Alors le champignon les aide. Il injecte directement dans les racines les minéraux et l'eau dont la plante a besoin. Autrement dit, il assure l'interface avec le sol dans lequel la plante pousse. Il forme aussi une barrière qui maintient les éléments toxiques à l'extérieur des racines, soit en les laissant dans le sol, soit en les stockant dans son mycélium. Par exemple, on a vu des arbres survivre dans des sols contaminés par des métaux lourds ou très acides qui auraient dû les tuer. Mais ça n'arrive pas parce que leur symbiote, leurs champignons, assure leur protection. Et en contrepartie, la plante nourrit le champignon. En plus de lui offrir le gîte, elle assure le couvert. Les champignons ne peuvent pas synthétiser les sucres par photosynthèse comme les plantes le font. Alors la plante leur alloue de la sève pour les nourrir. On connaît cette symbiose depuis longtemps. Elle a été observée au XIXe siècle. Mais ce qui est plus récent comme découverte, c'est celle de la communication entre les arbres qui échangent des signaux par leurs racines selon des moyens qui ne sont pas bien connus. Et il semble que les champignons qui vivent autour des racines, en symbiose avec les arbres, participent à ce processus. Leurs filaments, leurs ifs, seraient les sortes de câbles par lesquels passent des molécules, des transmetteurs, qui feraient passer les signaux. Les vestiges fossilisés nous apprennent que cette association entre plantes et champignons est très ancienne, au moins quelques dizaines de millions d'années. Mais on ne sait pas précisément quand elle a commencé. Dans l'état actuel de la paléomycologie, l'étude des champignons fossiles, on pense que les fonges ont divergé d'autres formes de vie il y a 1,5 milliard d'années. Un moment où, à notre connaissance, les seules formes de vie étaient unicellulaires. Les fonges auraient évolué à partir d'un ancêtre, une bactérie. Et pendant longtemps, ils seraient restés purement aquatiques, comme le reste de la vie sur Terre. Les plus anciens fossiles de champignons qui soient clairement identifiés datent d'il y a 400 millions d'années, d'une période appelée l'Ordovicien, qui est un moment où les formes de vie sont devenues soudainement plus diverses et plus complexes. Quand je dis soudainement, c'est à l'échelle géologique, on parle quand même de millions d'années. Mais ça apparaît soudain parce que c'est une accélération. Ceci dit, les champignons pourraient avoir commencé leur colonisation des terres émergées au Cambrien, une autre période d'expansion des formes de vie. On parle de radiation. Des fossiles qui ont plus de 600 millions d'années et qui ressemblent bien à des champignons ont été trouvés, mais on n'est pas absolument sûr de leur nature, ni s'ils étaient terrestres ou marins. Ce qui n'aide pas, c'est que les champignons ne se fossilisent pas bien. Ils ne peuvent pas être ce qu'on appelle biominéralisés,
c'est-à-dire avoir leur structure cellulaire complète transformée en roche, parce que des minéraux viennent la remplacer lentement. C'est ce mécanisme qui donne les meilleurs fossiles. Donc le registre fossile des champignons est limité, et il contient des empreintes de fonges, pas leur organisme en 3 dimensions. On parle aussi, pour les fossiles plus anciens, d'une époque où ils étaient unicellulaires, à partir du moment où ils forment un mycélium et gagnent en taille, la lisibilité des fossiles s'améliore. En tout cas, les fonges s'adaptent très bien à la vie terrestre, même si on ne sait pas exactement quand. Et ils atteignent des tailles impressionnantes pendant le Dévonien, une période ultérieure, celle où ils atteignent des tailles comparables à des arbres. Ça laisse à penser aux experts que les champignons ont peut-être dominé les écosystèmes terrestres jusqu'à l'apparition des plantes photosynthétiques. Une domination possible, mais sans doute pas sans partage, parce que contrairement aux plantes, ils ne peuvent pas produire leur propre nourriture avec du CO2 et du soleil. Ils se nourrissent de matières organiques préexistantes. Donc d'une façon ou d'une autre, ils ont dû suivre les plantes plutôt que les précéder. Mais il est probable qu'ils vivaient déjà sur les sols humides des continents, longtemps avant que les grands animaux n'y arrivent. Et de façon intéressante aussi, on a observé que contrairement aux plantes et aux animaux, ils ont beaucoup moins souffert dans les phases d'extinction massive de l'histoire de la Terre. Ils pourraient même en avoir profité. On voit par exemple la quantité de fossiles de champignons augmenter brusquement il y a 66 millions d'années, juste au moment de la grande extinction d'espèces qui sépare le Crétacé et le Tertiaire. C'est cette extinction qui est célèbre pour avoir tué beaucoup de dinosaures et d'autres espèces. Une explication à ça, c'est peut-être que la Terre s'était transformée en un grand tas de compost avec toute cette matière organique morte, surtout végétale. Et plus de prédateurs pour contrôler la population des champignons. Donc pendant quelque temps, quelques milliers d'années, il y aurait eu une prolifération des fonges, alors même que les espèces d'animaux et de plantes disparaissaient par milliers. Je vous ai parlé de la relation symbiotique avec des plantes, mais ça n'est pas la seule relation mutualiste dans laquelle les champignons sont impliqués. Une autre, c'est avec des insectes. Plusieurs espèces de fourmis et de termites sont connues pour cultiver des champignons. Et elles le font pour plusieurs raisons. Déjà comme source de nourriture, et ensuite comme un composant structurel de leur nid. Il y a aussi des insectes comme les symphytes et au moins une espèce d'abeille qui ont intégré les champignons à leur cycle de reproduction. Les champignons leur offrent des spores et du tissu de champignons directement, que ces insectes laissent avec leurs œufs ou leurs larves pour les nourrir. Mais les petits ne mangeront pas tout, et ça permettra à quelques spores de survivre et de se développer ailleurs, près du nid où les insectes les ont apportés. Encore une autre association, c'est avec des algues ou des bactéries capables de pratiquer la photosynthèse, une symbiose connue sous le nom de lichen. On pourrait confondre les lichens avec des plantes, mais ça n'en sont pas. Ce sont des organismes composites, des colonies, dans lesquelles les champignons ont formé une relation symbiotique. Les champignons offrent une structure protectrice, un milieu vivable pour des êtres unicellulaires, et ces bactéries ou ces algues le nourrissent avec les sucres qu'ils fabriquent. Donc les lichens ne sont pas des racines, ils tirent leur eau de la pluie et de l'humidité de l'air,
et ils peuvent se développer sur beaucoup de supports, pierres, branches d'arbres, sur le sol. Parfois même, ils peuvent être suspendus, pendre des branches des arbres. Et enfin, il y a quelques cas où la relation qu'établit le champignon n'est pas symbiotique, mais parasitique. Ils se nourrissent de l'organisme sur lequel ils vivent, et éventuellement le tuent, sans rien lui apporter. Pour l'agriculture, le pire de ces champignons, c'est un parasite du riz, qui s'appelle Magnaport grisea. Il attaque les cultures de riz et peut éventuellement s'en prendre à d'autres céréales. On estime qu'il détruit chaque année assez de riz pour nourrir environ 60 millions de personnes, essentiellement en Asie. Il y a aussi des champignons carnivores qui capturent des petits vers, des nématodes. Évidemment, ils ne peuvent pas les chasser au sens habituel du terme, parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Mais ils chassent passivement, avec des pièges. Ils forment des anneaux constricteurs, ou des filets collants, comme une sorte de minuscule toile d'araignée, avec leurs ifs. Ce qui immobilise le nématode, et ensuite ils le digèrent avec leurs enzymes. Ils peuvent même aller jusqu'à parasiter des insectes. C'est assez rare, mais ils peuvent digérer un insecte de l'intérieur et contrôler son corps pour quelque temps avec leurs filaments qui poussent dans son exosquelette et ses membres. Pas longtemps, parce qu'une fois l'insecte mort, il se décompose et le champignon n'a pas de muscles. C'est une stratégie sinistre, mais assez efficace pour se nourrir et se déplacer. Comme toujours, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais on arrive à la fin de notre épisode pour ce soir. Si vous voulez partir dans un nouveau voyage, une nouvelle aventure, vous pouvez choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.